Moins de 3 mois après le début du mouvement, des Gilets jaunes envisagent de présenter une liste aux élections européennes, une annonce qui fait grincer des dents les partis d'opposition et qui pourrait surtout profiter à La République En Marche. Dentifrice, déodorant ou encore couche pour bébé, ces produits du quotidien peuvent se révéler particulièrement nocifs pour la santé, en cause la présence d'un composé chimique, le dichlorophénol. Alors que la crise économique et politique s'intensifie, les tentatives de coup d'État se multiplient au Venezuela. La dernière en date, l'autoproclamation comme chef d'État du président du Parlement. Derrière ces agitations plane comme souvent l'ombre de Washington. Madame, monsieur, bonsoir. La question était sur la table depuis plusieurs mois déjà. C'est à présent fait. Des Gilets jaunes ont affirmé porter une liste pour les élections européennes. Une participation au scrutin qui laisse beaucoup de questions en suspens, qui effraie l'opposition et qui pourrait profiter à La République En Marche. Olivier Frère-Jacques. Ça y est, c'est fait, des Gilets jaunes se lancent dans la bataille des européennes. Moins de 3 mois après le début de ce mouvement social initié sur les réseaux sociaux contre l'oppression fiscale, une liste sous le nom de Ralliement d'initiatives citoyennes devrait voir le jour. Un nom qui ne laisse rien au hasard puisque ses initiales sont RIC, référence directe au référendum d'initiative citoyenne qui est devenu au fil des semaines une revendication majeure des mécontents. Alors qu'une première tentative d'organisation en vue des élections européennes avait vu le jour en décembre avec le chanteur Francis Lalanne, qui n'avait finalement pas connu beaucoup plus de succès que le chanteur lui-même. Une nouvelle liste qui n'en est qu'à ses balbutiements puisque seuls 10 noms sur les 79 requis sont arrêtés. À la tête de celle-ci, une aide-soignante connue du mouvement, Ingrid Levavasseur, 31 ans. Cette dernière s'était même vue offrir un poste de chroniqueur chez BFM TV, un poste qu'elle avait finalement refusé. Cependant, cette liste semble être loin de faire l'unanimité au sein du mouvement. De nombreux Gilets jaunes dénoncent une récupération politique et la présence de proches du Parti socialiste et de La République En Marche dans cette initiative. Et pourtant, un sondage Elab publié aujourd'hui jeudi crédite une hypothétique liste Gilets jaunes de 13% des voix, ce qui en ferait la troisième force politique du scrutin derrière le Rassemblement national et La République En Marche. Un sondage qui devrait encourager l'initiative, mais qu'il s'agit de prendre avec des pincettes. En effet, si une majorité de Français soutient encore le mouvement, sa transformation en parti électoral paraît plus complexe et risque de faire perdre de la spontanéité et la nature diverse du mouvement. D'ici le scrutin, qui aura lieu fin mai 2019, les intentions de vote en faveur du mouvement pourraient d'ailleurs fortement chuter et mettre à mal la contestation. Côté force politique en place, le parti qui semble le plus en danger est le Rassemblement national. L'aspect populaire du mouvement des Gilets jaunes semble ainsi plus toucher le segment du parti de Marine Le Pen. La France insoumise, en qualité de parti étiqueté comme anti-système, pourrait aussi y perdre des plumes. Dans une moindre mesure, les Républicains, déjà palichons dans les études d'opinion, n'ont rien à gagner à une telle candidature. En revanche, le parti présidentiel aurait tout intérêt à voir une liste Gilets jaunes faire un bon score. Et cela pourrait même lui permettre d'arriver en tête du scrutin, une aubaine quand on sait le désamour des Français pour l'actuel exécutif. Mais la route est encore longue avant les élections européennes et rien n'assure aujourd'hui que l'initiative électorale arrivera à son terme. Le dentifrice est néfaste pour la santé. Si l'on en croit une étude américaine, certains produits d'hygiène de votre quotidien augmenteraient le risque de développer une maladie cardiaque ou un cancer. Le responsable, un composé chimique baptisé dichlorophénol. La viande à consommer avec modération, des couches pour bébés parfumées au glyphosate, la liste des produits dangereux pour la santé mais autorisés sur le marché européen ne cesse de s'allonger. Selon une étude allemande, 32% de produits chimiques non conformes sont présents dans de nombreux produits du quotidien. Ainsi, après le parabène, le silicone et le phénoxyéthanol, cette nouvelle étude interpelle quant à l'usage de certains composés chimiques appelés dichlorophénol, les fameux DCP. Ce composé, peu connu du grand public, est pourtant présent dans les dentifrices, les déodorants ou encore les savons antiseptiques et sont utilisés pour leurs propriétés désinfectantes. Ironie du sort, de nombreux chercheurs pointent du doigt ces aspects potentiellement dangereux pour la santé. Potentiellement, même si les chercheurs évoquent des risques élevés de maladies. Mais les dangers ne s'arrêtent pas là. Le 4 décembre dernier, des chercheurs de l'Université du Minnesota ont analysé les urines de plus de 3600 participants pour quantifier la présence du 2,4 dichlorophénol et du 2,5 dichlorophénol. Le 2,4 DCP est intégré dans la fabrication des herbicides et des antiseptiques et le 2,5 intervient dans le traitement des eaux, du bois et est aussi utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agricoles. Résultat,
Résultat, les chercheurs rapportent une prévalence plus forte aux troubles du cœur et au développement de certains cancers en lien avec une forte présence de 2,5 DCP dans les urines. Si aucune association n'a été trouvée entre le 2,4 DCP et les maladies cardiaques ou les cancers, une étude datant de l'année dernière mettait en avant une association marquée du 2,4 dichlorophénol avec l'irruption de la puberté des petites filles. Des dangers qui ont également fait réagir en France. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rapporte par ailleurs qu'après avoir été exposés pendant toute la période de reproduction et de mise bas, des femelles souris ont donné naissance à des animaux de taille significativement plus petite que les animaux témoins, alors que le foie et le thymus sont au contraire plus volumineux. Malgré ces mises en garde, il s'avère particulièrement compliqué de fuir les DCP, étant donné leur large présence dans les produits du quotidien, d'autant qu'étant utilisées dans des herbicides et autres produits agricoles, elles peuvent aisément se retrouver dans le sol, dans l'air ou l'eau du robinet. Le Venezuela au bord de la rupture. Le pays a vu un parlementaire d'opposition s'autoproclamer président avec le soutien de puissances étrangères. En pleine crise politique et économique, Caracas vit des heures sombres et aucun scénario ne semble permettre d'imaginer des jours meilleurs. Olivier Frère-Jacques. Le Venezuela s'enlise dans la crise alors que le pays est plongé dans une crise économique et politique grave depuis plus de 3 ans. 4 personnes ont trouvé la mort en amont de manifestations opposant pro- et anti-gouvernement mercredi. Toujours mercredi, le président du Parlement, Juan Guaidó, s'est autoproclamé chef d'État. Des incidents qui interviennent 2 jours après une tentative ratée de putsch militaire. Un groupe réduit d'assaillants issus de la garde bolivarienne avait ainsi dérobé des armes de guerre dans un poste militaire proche de la capitale Caracas et avait pris le contrôle d'une caserne. Ces derniers ont ensuite enregistré une vidéo appelant au soulèvement militaire. Un coup d'épée dans l'eau. Le 4 août, déjà, le chef de l'État, Nicolás Maduro, avait dû interrompre un discours public après une explosion, une attaque déjouée mais qui témoigne du climat de tension avec certains éléments de l'armée. Déjà en 2002, Hugo Chavez, pourtant très populaire, avait essuyé une tentative de renversement militaire soutenue par Washington. Des épisodes qui montrent néanmoins l'importance de l'armée dans la crise vénézuélienne. Une armée qui compte 365 000 soldats pour 1,6 million de réservistes pour un peu plus de 30 millions d'habitants. Quand la France et ses 70 millions d'habitants comptent dans les 265 000 militaires d'actifs et un peu plus de 70 000 réservistes. Le soutien militaire est donc indispensable pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Jusqu'à présent, ce soutien n'a globalement pas fait défaut au président bolivarien Nicolás Maduro. Le nouvel opposant phare, Juan Guaidó, a d'ailleurs vu son autoproclamation être rejetée par l'armée. Ce dernier ne bénéficie d'ailleurs d'aucune légitimité électorale, contrairement à Nicolás Maduro. Issu du parti Voluntad Popular, il a un profil que l'on pourrait qualifier d'hybride puisqu'il appartient à une formation politique membre de l'Internationale socialiste tout en bénéficiant du soutien américain. Un soutien américain mais aussi un soutien régional avec le Pérou, la Colombie et le Brésil, 3 États libéraux proches des États-Unis. Une ingérence qui pourrait être contagieuse puisque les États hostiles au pouvoir bolivarien pourraient voir grossir leur rang à la faveur du très influent Oncle Sam. C'est déjà le cas du Canada, du Chili ou encore du Paraguay. Le Mexique et Cuba ont en revanche maintenu leur soutien au gouvernement Maduro. Donald Trump a pour sa part déclaré vouloir continuer à utiliser toute la puissance économique et diplomatique des États-Unis pour le rétablissement de la démocratie vénézuélienne. Une déclaration qui ne manque pas de piquant alors que Washington reconnaît désormais un président non élu. Nicolás Maduro a donc rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis. Mais pour comprendre la situation actuelle du pays, il faut revenir sur les 2 dernières décennies. Alors qu'aujourd'hui le pays connaît des pénuries alimentaires graves et la plus forte inflation au monde, 2610% en 2017, le Venezuela était, il y a 15 ans, le pays le plus riche d'Amérique du Sud. Une richesse essentiellement due à la manne pétrolière. Avec la chute du cours, le pays s'est inexorablement affaibli. Avant cela, Hugo Chavez avait réussi à asseoir son pouvoir en finançant des programmes sociaux, un modèle économique qui pourrait être mis en parallèle avec les pétromonarchies que l'on pourrait nommer comme un pétrosocialisme. Problème, l'économie étant tributaire du prix du pétrole et dans une moindre mesure du gaz, la chute des cours risquait de faire s'effondrer l'économie. Et c'est ce qui s'est passé. Si Chavez avait su régler les graves problèmes d'inégalité, il a cependant échoué à opérer des réformes structurelles permettant une industrialisation du pays et une autonomie alimentaire. Et si le président Chavez pouvait encaisser la crise du fait de son aura et de son charisme, il n'en va pas de même pour son successeur qui n'est pas auréolé des mêmes titres de gloire. Depuis son arrivée en 2013, Nicolás Maduro a vu tous les indicateurs passer au rouge avec un déficit public de 20% en 2015, une déclaration
déclaration en défaut de paiement partiel par des agences américaines en 2017, ainsi que des vagues de sanctions provenant des États-Unis. La même année, 600 000 Vénézuéliens auraient quitté le pays pour fuir la pauvreté. Les manifestations politiques ont alors fait quelques 120 morts et la criminalité a explosé avec 89 homicides pour 100 000 habitants. Une année 2017 qui aura été un tournant pour l'opposition. Après avoir reçu le soutien américain en 2016, les anti-Maduro profiteront du vote en mars de la Cour suprême donnant plus de pouvoir au président ainsi que la suppression de l'immunité parlementaire, des éléments qui ont permis à l'opposition de se placer en victime et de gagner de nombreux soutiens au niveau international. Les élections qui suivront seront largement remportées par les bolivariens au pouvoir, mais souffriront de suspicions de fraude émanant de l'opposition et aussi de boycott. Le futur du pays s'assombrit donc et il est difficile d'envisager une issue favorable au peuple vénézuélien. En cas de maintien du pouvoir bolivarien, le pays subira des tentatives de déstabilisation entretenues par l'étranger et surtout un embargo régional très important. En cas de défaite de Nicolás Maduro, le pays n'en restera pas moins instable, les bolivariens constituant une part importante de l'opinion. L'arrivée au pouvoir d'un politicien proche des États-Unis comme Juan Guaidó, 35 ans, risquerait d'installer un régime libéral qui mettra fin aux avancées sociales de la période Chavez. Dans les deux cas, on imagine mal le Venezuela pouvoir se doter d'une assise industrielle solide et d'une autonomie alimentaire. Étouffé en cas de maintien de Nicolás Maduro, le pays sera vendu à des capitaux étrangers en cas de défaite des Bolivariens. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Le Supermétro dans le rouge, le parquet national financier a ouvert une enquête après un rapport de la Cour des comptes pointant du doigt des dérapages financiers et des suspicions de favoritisme concernant le chantier pharaonique du Supermétro du Grand Paris Express. Chiffré à 19 milliards d'euros lors du débat public en 2010, le Supermétro était déjà évalué à 22,63 milliards lorsque le projet a été affiné en 2013. Au final, le coût total du Grand Paris Express serait de 38,48 milliards d'euros. L'association anticorruption Anticor s'est dit satisfaite de l'ouverture de cette enquête alors qu'elle accuse le projet de ne pas avoir mis en concurrence les différents appels d'offres. Transfert chez les Frexiteurs, Thibault Longeon, ancien secrétaire général de l'UPR, a rejoint Florian Philippot, démissionnaire du parti de François Asselineau en octobre dernier. Le jeune souverainiste a pris sa carte aux Patriotes pour participer à la campagne des élections européennes. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, l'intéressé explique les raisons de son départ et insiste sur son admiration pour le président de l'UPR et son érudition. Pour autant, il déplore le refus de discuter, voire de se rapprocher de Florian Philippot pour renforcer le combat en faveur du Brexit, arguant que les deux personnalités seraient complémentaires pour réussir un rassemblement des souverainistes. Danny Boone, bienvenue chez les exilés fiscaux. Selon Mediapart, l'acteur enchaînerait les résidences fiscales à l'étranger avec des investissements dans des fonds spéculatifs controversés. Il aurait notamment acheté des résidences fiscales aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais aussi investi dans des fonds spéculatifs. Danny Boone serait ainsi passé par des paradis fiscaux aux Bahamas et aux îles Caïmans. Des accusations qui vont à l'encontre de ce qu'a toujours déclaré Danny Boone au sujet des impôts. L'acteur aime en effet clamer qu'il est ravi de payer ses impôts en France. Un enfant joue au policier dans la cour de récréation mardi en Seine-et-Marne. Un garçon de 7 ans a tiré avec une arme de poing qu'il avait dérobée à son père policier dans la cour de son école. Par chance, l'enfant n'a pas fait de blessés. Compte tenu du jeune âge de l'écolier, le parquet de Melun va classer l'enquête, mais la hiérarchie policière va tenter de savoir comment il a pu obtenir l'arme de son père. De la pornographie sur un site gouvernemental, le site national allo.119.com, dédié à l'écoute des enfants en danger, a été piraté et envahi pendant plusieurs semaines de centaines de milliers de contenus pédopornographiques, toujours référencés sur Google. Le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger a précisé avoir identifié le piratage, nettoyé les pages du site et retiré toute photo ou gif à caractère pornographique. L'ère Carlos Ghosn officiellement terminée chez Renault. L'ancien dirigeant aux commandes du constructeur automobile depuis 2005 a présenté sa démission hier soir et reste incarcéré au Japon. Comme prévu, c'est le patron de Michelin, Jean-Dominique Sénard, 65 ans, qui prend la présidence. Thierry Bolloré, 55 ans, a lui été désigné à la tête de la direction générale.
BHL, verbalement entarté en Suisse. Invité mercredi par la radio-télévision suisse, le philosophe milliardaire Bernard-Henri Lévy a été atteint en pleine tête par les mots de l'écrivain suisse Slobodan Despot. Dans l'émission consacrée au désamour entre l'Europe et les peuples, ce dernier lui a reproché de masquer les vrais problèmes des peuples derrière une stature de rédempteur combattant de la dictature avant de le satelliser avec franchise. Vous voulez combattre la dictature, enfiler un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation où on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. L'élite économique défend le climat à grands coups de jets privés. Selon le groupe Air Charter Service, 1500 jets sont attendus en Suisse pour que les dirigeants mondiaux viennent répondre aux défis environnementaux dans le cadre du Forum économique de Davos ouvert ce mardi. Le nombre de déplacements en avion privé aurait augmenté de 11% depuis l'an dernier. Les personnalités politiques et autres grands patrons ont également opté cette année pour des jets plus grands et plus chers. Le GPS drawing, nouvelle mode des réseaux sociaux. Le principe est simple, se déplacer dans les villes de France et au-delà en dessinant des formes grâce à la géolocalisation de son GPS. Après le requin géant dessiné en plein Paris, l'écureuil et la chouette à Dijon, un jeune Alsacien n'a pas hésité à courir 51 km pour tracer les contours d'une cigogne dans la ville de Strasbourg. Après 6h30 de d'effort, le jeune homme a publié le tracé de sa performance sur Twitter. Des JMJ à taille humaine. Hier, mercredi, le pape François est arrivé au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Après Rio en 2013 et Cracovie en 2016, l'évêque de Rome en est à ses 3e JMJ. L'événement a débuté mardi dans ce petit pays de 4 millions d'habitants. Attendu par 200 000 jeunes catholiques de 150 pays, le pape argentin rencontre aujourd'hui des autorités gouvernementales d'Amérique latine et des évêques d'Amérique centrale. Ces Journées mondiales de la jeunesse promettent d'être parmi les plus petites jamais organisées. Et dans un instant, notre Zoom du jour, dernier survivant des grands voyous et parrain français, Gérard Fauré a décidé de parler. Et quand on a été le fournisseur de cocaïne des stars et d'hommes politiques influents, cela donne des révélations explosives. J'ai voulu montrer, quelque part, on va dire que c'est ma rédemption, j'ai voulu montrer ce qu'on devient quand on prend de la cocaïne. On est une grande star et tout d'un coup on devient une merde. Voilà. C'était le cas d'Annie Girardot, Jeanne Moreau. La déchéance, voilà. J'ai voulu parler de la déchéance. C'est gentil. C'est pas méchant ce que j'ai dit. J'ai parlé d'eux comme Françoise Sagan. Pour dire, voilà ce qu'on devient quand on prend de la coke. Vous vous souvenez comment elle parlait? C'était n'importe quoi. Alors que c'était une grande écrivain. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pas méchant ce que j'ai fait. Par contre, Johnny, en même temps, Johnny, je dis pas que j'ai voulu lui rendre service, mais quand même, j'ai fait savoir au peuple français, une chose qui est vraie, c'est qu'il était racketté. D'accord ? Et ce soir, retrouvez le plus d'éléments. L'équipe du magazine Éléments évoquera le populisme italien, sa rencontre avec le cinéaste Pascal Thomas, les films d'Hayao Miyazaki et le livre d'Arthur de Gobineau. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz, suivi de la chronique Mes libertés politiques de François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a des moments où on se demande comment faisaient nos grands-pères et nos grands-mères pour apprendre le piano ou le dessin. Je veux dire, à l'époque où il n'y avait pas de pédagogue, de pédagogie, de réunion à l'inspection académique, de règles administratives, de diplômes obligatoires. Et cette question m'a traversé l'esprit à cause d'un gamin du village dont j'ai suivi l'évolution depuis le début et que je me propose de vous résumer rapidement pour montrer comment on ne devient pas un artiste. La chose est en train de se produire sous mes yeux, impuissant.
Au bout du village, il y a 2 maisons côte à côte, l'une habitée de manière intermittente par un type de 30 ans qui gagne sa vie en Espagne comme décorateur, et l'autre, la maison voisine, où vit un couple bien de chez nous, la femme plus diplômée que le mari, qui bricole et qui enchaîne les petits boulots. Ils ont un fils, elle couvre ce fils, et pour compléter son éducation, pour l'attirer aussi un peu de son côté à elle, alors qu'elle est plongée dans un milieu où il y a plus de chasseurs et de mécaniciens que de poètes, elle a entrepris très tôt, il y a 2-3 ans, de faire donner à cet enfant des cours de dessin et de musique. Alors jusque-là, en apparence, tout est normal, sauf que déjà, vous remarquez que cet enfant, à qui son père a offert 2 Noëls de suite, des pistolets ultra réalistes qui tirent des billes de plastique, fait souvent le geste de tirer sur les gens quand ils ont le dos tourné dans la rue. Et c'est pas excessivement sain quand on observe ça de sa fenêtre. Alors sa mère voulait en fait se démarquer de son milieu parce qu'elle avait un père chasseur et brutal, et parce qu'elle a épousé un type un peu moins brutal mais tout aussi chasseur, un mari qu'elle parvient à dominer d'ailleurs en gagnant le pain du ménage et en l'empêchant d'aller au café. Donc le gosse est visiblement l'objet d'un marchandage entre le mari et la femme. On l'a inscrit à 10 ans à des cours de dessin et de musique pour satisfaire les préférences de sa mère, mais il collectionne les armes en plastique, ne dit jamais bonjour, répond très peu à votre bonjour, et vous vise la nuque en silence quand vous descendez dans la rue. Mais jusque-là, je le répète, tout est normal, sauf que le voisin intermittent, là, les cheveux longs, qu'on voit que la moitié du temps, qui vient s'installer en rentrant d'Espagne avec une maîtresse plus âgée que lui, qui est toujours souriant, qui se fait appeler Eduardo, ce voisin est bourré de talent, justement dans ces 2 domaines, le dessin et la musique. Le dessin, parce qu'il en vit plus ou moins, puisqu'il peint des grandes fresques dans les villes espagnoles pour des milliardaires, et la musique, il en vit aussi, puisqu'il joue du piano dans les bars tout le long de la Costa Brava. Dans les 2 domaines, il est parfaitement autodidacte, ou plutôt, il a commencé par une imitation d'autrui quand il avait 12 ans, puis ensuite il est allé chercher dans les livres de quoi comprendre ce qu'il faisait, et en fait c'est Gustave qui m'a raconté son histoire, et c'est par Gustave qu'il a acheté cette maison au village. C'est aussi par l'intermédiaire de Gustave que je suis allé boire l'apéro chez lui un jour, et que notre hôte a joué, mais divinement, du piano de jazz façon grand hôtel, là. C'était un jour de l'automne, j'ai pu admirer le paysage mural qu'il avait peint dans le style andalou sur l'énorme voûte au fond de sa maison. C'était vraiment digne des enluminures d'images pieuses. Et comme il faisait encore chaud, nous avons bu une bière sur la terrasse de plein pied pendant ce petit concert improvisé. Et là, soudain, passe le fameux gamin de 10 ans, celui qui prenait des cours sur son petit vélo, sans s'arrêter, avec un air assez sournois. Et puis sa mère qui le suit, qui le rappelle, qui ne nous regarde pas. Ensuite, notre hôte Eduardo arrête de jouer, boit une gorgée de bière, entend que Gustave et moi nous parlons du petit, et il nous raconte que l'an passé, la commune lui a demandé à lui 2 ou 3 de ses peintures pour enrichir une exposition estivale. Il a donc prêté 2 toiles qui représentaient des hommes à cheval. Le petit exposait aussi, enfin sa mère exposait pour lui 3 peintures réalisées pendant le cours de dessin, mais toutes petites, abstraites, et puis qui portaient des noms de techniques américaines, dont une qui désignait fièrement sous le nom de dripping. Ça consiste à laisser couler des gouttes de peinture sur la toile. À aucun moment, me dit-il, il ne m'a demandé comment je dessinais une main ou un pied et comment je gagnais ma vie. En revanche, il était prêt à m'expliquer à 10 ans, a dit donc toujours cet Eduardo, que j'étais fourvoyé dans l'art anecdotique, figuratif, et pour la musique c'est pareil. Jamais il ne m'a parlé de ce que je jouais, Duke Ellington, Chet Atkins, mais il m'a dit qu'il prenait des cours de guitare classique à la salle polyvalente, en gros qu'il apprenait la musique sérieuse. Pour lui faire plaisir, je lui ai dit que j'avais une guitare électrique, ici une Epiphone Casino, la guitare de George Harrison. Et j'avais l'air de lui dire, si tu veux, je te laisse essayer. Mais il a reculé, il a dit non merci, d'un air de dire, moi je fais du solfège et j'apprends les accords avec une méthode. Hein. Je ne sais pas qui est George Harrison d'ailleurs. Je ne suis pas comme ces musiciens de rock qui font n'importe quoi, sous-entendu, comme quand vous jouez, vous, Eduardo, le matin et qu'on entend ça dans la rue. Là-dessus, je veux dire, le jour où j'étais là, ma bière à la main sur la terrasse, la mère du gosse est repassée avec le visage de l'idiote qui veut pas que son fils parle avec le voisin, même s'il a tous les talents. Et nous avons compris pourquoi le père haussait les yeux au ciel quand il entendait parler des cours de guitare de son fils, et nous avons compris que le fils ne serait jamais ni peintre ni musicien, mais qui prendrait son permis de chasse dès que possible. À bientôt, merci. Il est devenu assez courant que des musulmans soient invités par l'Église catholique à des prières. C'est ce qui vient de se passer à Gisors, où des musulmans ont été invités à prier dans une église catholique. Il y a, me semble-t-il, 3 bonnes raisons de critiquer ce genre d'invitation. Première raison,
la religion musulmane est en parfaite contradiction avec la religion catholique. De dire que ces religions se ressemblent est faire preuve d'une méconnaissance absolue d'une ou de l'autre ou des deux religions. Donc, si ces religions sont extrêmement différentes, est-il raisonnable de faire prier des musulmans dans une église catholique? Deuxième raison, dans la plupart des pays musulmans, les catholiques sont ostracisés ou éventuellement maltraités, voire même martyrisés. Est-il raisonnable de faire venir dans une église catholique des adeptes d'une religion qui, dans le monde entier, agit de cette façon-là? Et je pense même que c'est une gifle extraordinaire donnée aux chrétiens du monde entier dans les pays où ils sont martyrisés. Je pense par exemple au Nigeria, où les chrétiens sont massacrés en ce moment par les musulmans. C'est insupportable d'avoir ce genre d'invitation, me semble-t-il, quand on sait ce genre de situation au Nigeria. La troisième raison, c'est plutôt une preuve. C'est la preuve par Asia Bibi. Asia Bibi, que tout le monde connaît, qui est cette jeune Pakistanaise, qui est sortie de prison après une dizaine d'années d'emprisonnement parce qu'elle avait bu de l'eau réservée à des musulmans. Parce qu'elle avait bu de l'eau réservée à des musulmans. Lorsqu'elle a fait ses 10 ans de prison, combien de musulmans ont exhibé des t-shirts « Je suis Asia Bibi » ? Parce que quand Charlie Hebdo a eu son problème, beaucoup de gens ont affiché des t-shirts « Je suis Charlie Hebdo »,« Je suis Charlie ». Je n'ai pas vu dans le monde entier, en tous les cas ça n'a pas été rapporté, de musulmans afficher des t-shirts « Je suis Asia Bibi ». Le monde musulman, dans cette épouvantable affaire Asia Bibi, extraordinairement révélatrice de ce qu'est aujourd'hui le monde islamique, eh bien, il n'y a eu aucune réaction salutaire pour essayer de la sortir de sa prison. Donc, de telles invitations dans des églises, de musulmans qui viennent prier, dégagent une sorte de parfum de scandale, incompréhensible, qui franchement perturbe considérablement le monde catholique. Il faudrait véritablement arrêter ce genre de choses, mais nous savons tous, hélas, qu'il y aura encore d'autres invitations de ce genre dans les années qui viennent, tant l'Église, tant la société est soumise à l'islamisation de notre pays. Cela dit, je vous souhaite tout de même une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.